Bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par Monsieur Louis Gauthier, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La conférence s'intitule La paix n'a qu'un passé, la guerre n'a pas d'avenir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast ou YouTube pour être informé de toutes nos publications. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Très heureux de vous retrouver dans cet amphithéâtre qui n'est pas le nôtre d'habitude, mais les vacances scolaires ont fait que nous sommes délocalisés de la Sorbonne au Panthéon, et je suis heureux d'un nombre d'étudiants qui, malgré évidemment tous les auditeurs libres et tous ceux qui nous suivent en visio. Le titre de la conférence La paix n'est qu'un passé, la guerre n'a pas d'avenir était volontairement un peu énigmatique. Non, mais je sais que c'est pas ce qui est écrit derrière moi, mais c'était une façon justement de reprendre le titre tel que je l'avais donné. J'avais d'ailleurs donné, Armel s'en souvient, à un moment où j'étais absolument pas sûr de tenir cette conférence à cause des vacances scolaires. Et donc, j'avais ramassé au fond dans cette formule énigmatique un certain nombre de questions que, à l'époque, je me posais à moi-même et auxquelles je vais tenter de répondre ce soir après quelques réflexions. Et si vous le permettez, je commencerai par éclairer le sujet de quelques remarques générales préliminaires sur la guerre, sur la paix, sur les rapports que les deux notions entretiennent entre elles, avant d'entrer dans une explication des deux assertions qui composent ce titre. Alors, d'abord, une première remarque, c'est que dans ce cycle de la chaire, qui est cette année consacrée à la paix, aux conditions de la paix, finalement, on n'a parlé que de la guerre depuis les six précédentes conférences. Au fond, et c'est bien normal, la guerre d'Ukraine obnubile aujourd'hui les esprits. L'opinion est forcément focalisée sur les enjeux de ce conflit, sur ses risques dont il est porteur, sur les risques dont il est porteur, sur les consciences sont aussi choquées par d'ores et déjà le nombre considérable de victimes causées par cette guerre. Au moins 100 000 du côté ukrainien, 180 000 du côté russe, plus des victimes civiles de 30 000. Tout ça sont des chiffres qui ne sont pas des données mathématiques, mais des estimations recoupées par divers services de renseignement qui ont en tout cas, qui sont suffisamment plausibles pour donner déjà l'importance de ce conflit dans la généalogie des conflits post-guerre froide. Et puis, bien sûr, les destructions considérables des infrastructures et de villes martyrs. La guerre, dont en dépit d'un certain nombre d'épisodes que constituaient notamment les conflits de Tchétchénie, des Balkans, la Géorgie, qui semblaient avoir déserté définitivement le continent européen au lendemain de la chute du mur de Berlin, est revenue sur le continent européen et semble, après ce retour fracassant il y a un an, s'inscrire désormais dans la durée. Les Russes n'ont pas remporté la première manche, les opérations militaires se poursuivent, nous sommes même à la veille d'une reprise des combats, dans une étape qui est encore non décisive des opérations. Le brouillard de la guerre, pour reprendre la formule de Clausewitz, ne se dissipe pas, mais a plutôt tendance dans cette phase à s'épaissir à la veille donc de cette deuxième manche. Indépendamment de cette situation sur le terrain qui est inquiétante, on constate que de façon générale, la guerre comme phénomène et comme objet de réflexion exerce une fascination sur quiconque cherche à l'approcher, que ce soit comme phénomène ou comme événement. On entend, d'accord, très bien. Nombreux sont en effet les penseurs qui sont aveuglés par le mystère de ses origines, par la question de sa répétition dans l'histoire de l'humanité, et qui, pour cette raison, se sont fourvoyés dans l'interprétation de la guerre, voyant dans celle-ci généralement un au-delà plus grand que la terrible épreuve de réalité qu'elle représente déjà en elle-même,
la main de Dieu, le moteur de l'histoire, une épreuve de vérité. Le piège que tend la guerre à ceux qui cherchent à l'interpréter est double: confondre ses causes et les motifs allégués, rechercher dans son effectuation une vérité supérieure aux faits. De nombreux intellectuels, sous l'angle soit de la catastrophe, soit de la transcendance, soit du déterminisme, continuent d'ailleurs à essentialiser la guerre comme un moment privilégié de clarification ou de transformation dans l'histoire des sociétés, ce qu'elle n'est d'ailleurs pas systématiquement, et de toutes les façons, ce que ne constate qu'a posteriori. J'ai d'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu, vu l'apparition d'un ouvrage de Frédéric Croix, Pourquoi la guerre? Et je me souviens qu'en 2006, au moment où je publiais moi-même un essai face à la guerre, justement pour craindre la récurrence, ce retour de la guerre qui finalement, hélas, est advenu, lui pronostiquait dans un livre qui s'appelait État de violence, essai sur la fin de la guerre. Et puis, évidemment, il est obligé, il se ravise, et dans la façon de revoir à la lumière des faits sa propre théorie, eh bien, justement, il tombe dans ce travers qui, finalement, à force de chercher des surdéterminants à la guerre, à force de la magnifier, à la fois l'obscurcit et en même temps en vient à la légitimer. Les enjeux, je dirais que tous les va-t-en-guerre intellectuels qui, d'ailleurs, dans les deux camps, voient dans le conflit d'Ukraine une autre chose que ces enjeux directs, prennent le risque de lui donner dangereusement un sens, là où sa signification dans les causes qui l'ont produite et les finalités qui seront obtenues suffit. Les enjeux de ce conflit sont le rétablissement de l'Ukraine dans ses droits souverains et le retour à une stabilité durable sur le vieux continent. Il ne s'agit ni de se venger du passé, ni de remettre des pendules à l'heure, ni de faire rendre gorge à la Russie, ni de donner un avertissement à la Chine. Ces leçons, de toutes les façons, si elles doivent être dégagées, le seront ex post en fonction de l'issue du conflit et ne peuvent être de toutes les façons administrées à n'importe quel prix. La question aujourd'hui, dans les deux camps, et d'abord dans le camp de l'Ukraine et des alliés de l'Ukraine, est celle de l'efficacité militaire et des seuils à franchir éventuellement pour parvenir à cette efficacité. Plus on surcharge ce conflit d'enjeux géopolitiques et idéologiques qu'il dépasse, plus d'ailleurs on en diffère la fin. Il y avait un article, je crois, dans le Figaro du 2 février de cette année de Hubert Védrine, qui ne disait pas autrement: si nous faisons de cette guerre une guerre de civilisation, elle ne s'arrêtera pas. L'important, je le répète, est de se concentrer sur l'efficacité des armes, sur les objectifs militaires atteignables et sur une sortie du conflit qui soit politiquement significative et acceptable pour nous. Donc ça, je dirais, c'est l'ordre de ma première remarque. Ne pas rechercher un sens dans la guerre là où sa signification suffit, ne pas confondre l'événement et les faits qu'il produit. Je pense que ce point nous amène à une troisième remarque, et qui est un peu induite par ce que je viens de dire à l'instant, entre les buts de guerre, les objectifs militaires et les buts politiques recherchés, en constatant que dans tout conflit, il n'y a pas nécessairement de coïncidence entre la victoire militaire et le succès politique. D'ailleurs, ce décalage entre les objectifs militairement atteignables et les buts politiques possibles, on a bien constaté, notamment dans les opérations des Occidentaux, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, qu'il pouvait y avoir des écarts majeurs entre la mobilisation de moyens militaires et finalement l'issue d'un conflit. Dans un autre, pour poursuivre dans ces remarques préliminaires, je voudrais maintenant passer au rapport entre la guerre et la paix, en constatant d'abord qu'à côté du très vaste récit des commentaires sur la guerre, les réflexions sur la paix figurent généralement comme un parent pauvre. On pourrait, je dirais, réunir dans une bibliothèque les livres consacrés à la guerre. Ceux qui sont consacrés à la paix, à mon avis, équipent simplement quelques rayonnages.
Les considérations sur la paix sont, j'allais dire, souvent très étriquées, car une fois qu'on a posé l'affirmation que la paix est un impératif moral, juridique, politique, philosophique, absolu, et je dirais depuis Kant, la cause est presque finalement entendue, eh bien, ce qui préoccupe, c'est pas ce point d'arrivée, mais c'est évidemment la précarité de ce point d'arrivée et l'interrogation sur la possibilité de poursuivre cette paix. Et à ce moment-là, on en vient souvent à définir la paix de manière uniquement négative. Elle ne serait que le sous-produit de la guerre, qu'un état entre deux conflits, le temps des compromis, le temps des demi-mesures et des petits trafics que la conscience, pour maintenir la paix, est amenée à entretenir avec elle-même. C'est d'ailleurs quelque part, dans un reproche que nous nous adressons à nous-mêmes, la manière dont nous jugeons notre absence de réaction suffisante entre 2007 et 2022, des acceptations, des tergiversations pour maintenir la paix que nous avons consenties ou que nous avons entretenues facticement, puisque nous n'avons pas évité la guerre, vis-à-vis des agressions, des intimidations, des actions militaires de la Russie en Géorgie et ailleurs. Le sujet de la paix est donc celui d'un parent pauvre, et je disais tout à l'heure que beaucoup de ceux qui avaient réfléchi à la guerre et à la paix, tellement fascinés par la guerre, avaient sombré au fond dans le piège que la guerre leur tendait. Et il y a un cas qui est très significatif, qui est celui de Proudhon. Proudhon, vous le savez, en 1861, laisse paraître un ouvrage qui s'appelle « La guerre et la paix », dont le but au départ était d'être un immense plaidoyer pour la paix. Et à la fin, eh bien, il a écrit un immense plaidoyer en faveur de la guerre, reconnaissant à la guerre, il est devenu une sorte d'avocat enfiévré du droit de la force et de la guerre comme fait moral, comme puissance de locomotion dans l'histoire. En cela, d'ailleurs, suivant les pas de Hegel. Et je dirais que parmi beaucoup d'affirmations très discutables, le livre est évidemment très intéressant, mais à mon avis, sujet à beaucoup de questionnements et à beaucoup de critiques. Il a une formule qui prête cependant à réfléchir. Et il dit, parce qu'elle est simple, et je la cite souvent aux étudiants, « La paix est à la guerre ce que la philosophie est au mythe ». Ce faisant, il dit deux choses. D'abord, il situe bien ce qui est la problématique générale sur la guerre, l'antériorité de la guerre par rapport. C'est un débat, vous vous souvenez, qu'on a eu peut-être avec monsieur Badi, qui fait que toute la philosophie, depuis Héraclite, loge la guerre dans une antériorité par rapport à la constitution de la société politique. Un état primitif, un état préalable, un état primal de la société politique. Pour Arendt, donc de Hobbes à aujourd'hui, selon les acceptions, la guerre est toujours vécue comme un moment antérieur. Et évidemment, l'inconvénient de cette antériorité, c'est de risquer de faire de la guerre la pièce d'institution de la société politique. C'est ce que d'ailleurs dénonce Arendt en critiquant Hobbes et d'autres penseurs qui l'ont suivi, en disant « Non, 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 c'est pas un état préhistorique, c'est pas un état primordial, c'est pas un état préalable. » Et elle préfère dire c'est un état primal et renvoyer la guerre à une simple logique de traumatisme, d'accident de la société politique et de récurrence de cet accident dans l'histoire. Mais vous le voyez, alors Proudhon évoque la logique du mythe, on voit d'ailleurs que les principaux mythes, si on les reprend dans l'histoire, partent généralement d'un affrontement, d'une violence qui est à l'origine du fondement de ces sociétés. Rémus et Romulus, Abel et Caïn, Gilgamesh, etc. Donc il y a quelque chose dans cette phrase évidemment très simple de Proudhon qui renvoie bien à la fois à une problématique de la réflexion politique et à une forme de pensée de la société, de pensée mythique ou mythologique. À l'inverse, et c'est pour ça que je fais le balancement, et il faut y prêter attention parce qu'on comprend que la paix et la guerre ne se situent pas tout à fait sur les mêmes plans. La paix est une philosophie, la paix est une idéation, la paix est une projection, la paix part d'une vision.
la paix, d'une certaine manière, suppose une codification, une modélisation. Et au-delà de la paix par constat qui se dégage d'un rapport de force initial, il y a forcément une élaboration, que cette élaboration découle d'ailleurs d'une imposition de la paix par quelqu'un qui en soumet un autre, ou au contraire par une co-construction de la paix. Et que vous remontiez à la paix de Callias entre l'Empire achéménide et les Grecs, ou que vous citiez la charte de San Francisco, vous voyez bien qu'il y a dans les deux cas, historiquement, la volonté de dépasser le rapport de force initial, cet état qui fait que la paix est forcément une après-guerre, pour aboutir à une élaboration, à l'acceptation de principes reconnus en commun, à des mesures de confiance. Dans la paix de Callias, c'était par exemple que les Perses acceptaient de ne jamais être à moins de 3 jours à cheval des premières villes grecques d'Asie mineure. Voilà, donc c'est important parce qu'on peut comprendre que, à partir de cette conception, que la paix est une construction, que au-delà de la question de la négociation, aujourd'hui impossible, d'une résolution de paix sur l'Ukraine, il y a la question de qu'est-ce que sera la paix au lendemain de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on peut simplement revenir à la paix telle qu'elle a été construite en 1945, à la paix telle qu'elle a été d'une certaine manière redégagée en 1990 après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide? Ou est-ce qu'il ne manque pas aujourd'hui à notre monde une vision suffisamment commune de la paix que, hélas, la guerre d'Ukraine illustre? La guerre d'Ukraine révèle en réalité combien la paix dans laquelle nous vivions était déjà une paix précaire, une paix contestée par beaucoup des membres de la communauté internationale. Et j'arrive au troisième ordre de remarques préliminaires, mettant en perspective la suite. Je l'ai dit, la paix et la guerre ne se situent pas tout à fait sur le même plan, donc le sujet n'est pas une pure aporie. Deuxièmement, si je réfléchis à la problématique de la paix et de la guerre telle qu'elle se pose au XXIe siècle, on voit bien que de plus en plus, on est amené à envisager une situation de ni guerre ni paix généralisée. Nous vivons dans une paix mondiale précaire, jusqu'ici sauvegardée, mais sur un mode de plus en plus dégradé, comme on atteste la multiplication des conflits, qu'ils soient intra-étatiques ou qu'ils soient interétatiques, comme le signale l'intensification des menées hostiles dans un certain nombre de dimensions, en particulier la dimension cyber, et on assiste à une détérioration des conditions de la paix mondiale qui est simplement venue accélérer le déclenchement de la guerre en Ukraine. Si vous relisez d'ailleurs tous les documents de réflexion stratégique, et en particulier le dernier sur la Revue nationale stratégique française, eh bien, vous êtes amené à des descriptions qui décrivent l'avenir comme celui d'un état de conflictualité permanent et gradué à différents niveaux d'intensité de la conflictualité, ce que le chef d'état-major des armées françaises avait notamment traduit très tôt par l'idée qu'on vivait dans un état de compétition, de contestation, de confrontation, caractérisé par l'hybridité des actions de guerre ouverte et couverte, ainsi que par la montée des risques de conflits de plus haute intensité. Donc quand je dis la paix n'est qu'un passé, c'est pour dire que finalement, si on doit envisager la paix dans le futur, c'est forcément sur des bases qui renouvellent profondément les postulats qui étaient en vigueur depuis 1945 et après 1990. Et quand je dis que la guerre n'a pas d'avenir, mais on va le développer à l'instant, c'est parce que pour l'instant, dans le brouillard de la guerre actuelle de l'Ukraine, on ne voit pas directement comment la conduite linéaire de ce conflit aboutit au futur même de cette confrontation. Mais avant d'aller plus loin dans le débat, et c'est une remarque que je crois que j'ai faite peut-être à d'autres moments, et en tout cas je veux la faire, on est dans un cycle universitaire, on est dans un cycle où la parole est libre, le commentaire et l'analyse. Et donc, je dirais, nos propos n'engagent que
d'une certaine manière des réflexions forcément très libres. Mais c'est vrai qu'on a un moment, comme disait Clémenceau, je fais la guerre, je fais la guerre, je fais la guerre, et en responsabilité, ce qui est autre chose. Les décideurs politiques ne peuvent camper que sur une seule ligne, qui est celle du soutien à l'Ukraine, ou qui est celle de devoir taire, peut-être à ce stade, les évolutions possibles d'un cessez-le-feu négocié, d'une paix future. Et donc, je voulais le dire parce que la parole publique est une chose, bon, l'analyse des faits dans ce cadre nous laisse plus libres en matière d'opinion, mais il faut bien considérer que les hypothèses que je vais pouvoir évoquer devant vous ce soir sont des hypothèses d'analyse, elles ne sont pas une prise de position. La seule prise de position aujourd'hui qui est possible, surtout à la veille d'une recrudescence des opérations sur le terrain, c'est un soutien sans faille à la guerre que mènent les Ukrainiens pour recouvrir leur territoire, être rétablis dans leurs droits souverains. Alors, je l'ai dit, la paix n'est qu'un passé parce que finalement, la guerre d'Ukraine est venue périmer la paix ou elle est venue accélérer le sentiment d'une décadence du système international et les fondements sur lesquels reposait la paix mondiale depuis 1945 d'une part et 1990 d'autre part. C'est d'abord évidemment l'interrogation sur le système des Nations Unies institué en 1945 et réactivé après la guerre froide en 1990, mise à mal, il faut le dire, en 2003 par l'invasion de l'Irak par les Américains, mais encore fonctionnelle en 2011, avec notamment le vote de la résolution 1973 sur la Libye, où là, les membres permanents du Conseil de sécurité avaient accepté une intervention militaire pour protéger les populations civiles. Et à cet égard, le vote de la résolution par l'Assemblée nationale du 23 février, vote d'une résolution de paix sur l'Ukraine, est plutôt un symptôme qu'une bonne nouvelle. Elle est la manifestation du blocage des Nations Unies. Au fond, si on en passe par l'Assemblée générale, c'est comme pendant la guerre froide, c'est parce que le Conseil de sécurité est complètement bloqué. Et il ne faut pas croire qu'une fois la guerre d'Ukraine finie, il suffira d'appuyer sur un bouton reset pour restaurer sans réforme l'autorité de ce Conseil national, de ce Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est montré au fond depuis plus d'une dizaine d'années incapable de freiner les conflits, incapable d'imposer les principes de sécurité collective. Dans le deuxième ordre d'idées, qui révoque les conditions sur lesquelles la paix était fondée, il y a évidemment l'ordre néolibéral post-guerre froide qui progressivement est discrédité jusqu'à entraîner d'ailleurs la chute de l'OMC fondée en 1995 et de tous les outils de régulation du commerce mondial. Et donc, cette hypothèse que le commerce, le doux commerce, cher à Montesquieu, apportait inéluctablement la paix. Et je constate que la crise énergétique et la crise alimentaire qui découlent de la guerre en Ukraine, après la crise Covid, renforcent partout des mécanismes protectionnistes, des limitations d'accès aux marchés nationaux. Et disons que la paix qui était fondée, notamment après la guerre froide, sur l'extension indéterminée et indéfinie de la libre circulation des biens, des services, de l'information, ne correspond plus aujourd'hui aux enjeux environnementaux, aux enjeux de sécurisation des approvisionnements, ni aux politiques restrictives ou anticoncurrentielles de certaines grandes puissances, à commencer par la Chine et les États-Unis. Donc, dans le monde de demain, la paix n'est pas simplement suspendue à la résolution du conflit, mais aussi à la détermination de règles du jeu, de nouvelles règles du jeu, dans la compétition économique future et l'acceptation de nouvelles normes équitables et durables pour les échanges commerciaux et le contrôle de la circulation des capitaux. Troisième élément sur lequel notre paix est fondée depuis 1945, c'est l'équation nucléaire. On en a un peu parlé la fois dernière, même beaucoup parlé avec Bruno Tertrais. On n'était pas tout à fait sur la même ligne. Certes, la dissuasion nucléaire continue à avoir des effets positifs en matière de stabilité, et notamment pour notre pays,
de constituer une garantie absolument vitale. Mais les cartes ont été quand même beaucoup redistribuées. Cette équation nucléaire, vous savez qu'elle se fige, en gros, ou elle commence progressivement à se dégager après la guerre de Corée, entre les 5 grandes puissances membres du Conseil de sécurité, autorité tutélaire de l'AIEA, et cette équation a été d'une certaine manière stabilisatrice pendant la période de la guerre froide, et après la guerre froide a assuré un continuum de sécurité, un continuum d'équilibre stratégique entre toutes les grandes puissances. Mais évidemment, le troisième âge nucléaire, il rebat les cartes parce qu'on rentre définitivement dans un monde polynucléaire, à au moins 10 États, avec l'accroissement des risques induits, qu'ils soient intentionnels ou qu'ils soient accidentels. La dénonciation du JCPOA par Trump, et puis ce qu'a induit la guerre en Ukraine dans la coopération entre la Russie et avec l'Iran, sert de prétexte et d'opportunité à Téhéran pour accélérer la maîtrise de la fabrication d'une tête nucléaire. Et donc, nous sommes sur le point de passer de manière évidente de 9 à 10 États. Et avec un risque d'effet d'entraînement de la prolifération et un risque d'un encadrement par l'AIEA plus faible que par le passé, notamment du fait de son échec à imposer des disciplines à l'Iran. La distinction qui est opérée encore dans le traité de non-prolifération de 68 entre les États officiellement dotés et les autres apparaît de moins en moins pertinente, de plus en plus artificielle. Et au sein de cette communauté plurielle, eh bien, on est forcé de constater qu'il y a des distorsions de plus en plus évidentes entre les doctrines de dissuasion, donc les rendant entre elles de moins en moins homogènes, donc des risques de dysfonctionnement au corps même de la doctrine de dissuasion. En outre, que ce soit chez les anciennes ou chez les nouvelles puissances, on constate une densification, diversification des arsenaux et au minimum leur modernisation. Je passe vite, ce n'est pas une conférence sur le nucléaire, l'hypervélocité, les planeurs extra-atmosphériques, la nouvelle gamme de missiles, les armes exotiques. Et d'ailleurs, la France, devant, je dirais, cette accumulation, ce développement des armes nucléaires, elle-même procède, vous le savez, au développement ou à des investissements sur la troisième génération de ces vecteurs. Et si dans certaines régions du monde, je dirais, la modification de cette équation ne change pas vraiment la donne, Amérique latine ou Afrique, elle la change en revanche complètement dans certaines régions, et notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Et l'ambiancement nucléaire, j'y reviendrai tout à l'heure, de la guerre en Ukraine, fait que la question nucléaire, qui a été souvent un peu mise sous le tapis pour les Européens, redevient une question absolument centrale. De ce point de vue d'ailleurs, le démantèlement de tous les accords de désarmement post-guerre froide, ABM, INF et START, jusqu'aux décisions qui viennent d'être prises par le président Poutine de dénoncer le traité New START, en fait il en était sorti, mais montre quand même que tout ça sont des mauvais coups qui sont portés au désarmement et aussi à la paix d'une manière générale. Moins pour le contenu des traités eux-mêmes, je le dis, certains étaient déjà obsolètes ou dépassés, ou contournés, mais qu'en raison même de leur signification, des mesures de confiance qu'ils établissaient, des réassurances, des occasions de discussion. Le dernier point qui montre que cette paix globale est fragilisée, c'est évidemment celle qui concerne notre continent. Là encore, les cartes sont forcément profondément rebattues par cette guerre, posant une question sur une architecture de sécurité qui est en miettes, et on ne sait pas encore comment on pourra revenir à une réflexion sur cette architecture de sécurité. Et en tout cas, avec le fait que l'Union européenne, qui jusque-là s'était perçue comme une espèce de puissance civile, une puissance économique, qui par son simple poids, notamment dans l'ensemble des échanges internationaux, était une puissance stabilisatrice, a été prise à défaut, y compris sur son propre continent. Et c'est quelque part pour elle la fin d'une illusion sur son modèle et sur un certain nombre de croyances sur lesquelles elle faisait reposer sa sécurité, la liberté des échanges, la formation d'une opinion mondiale,
la capacité, la dynamique des valeurs, des droits de l'homme et du modèle démocratique. Et donc, évidemment, pour l'Europe, on est à un point de vérité, de conversion possible de ce modèle pacifique, civil, au fait de pouvoir ou de vouloir devenir une puissance civile. Et là, la guerre d'Ukraine montre une direction. C'est vrai que la dimension militaire est de plus en plus investie. Elle est dans la facilité de paix, elle est dans un certain nombre de décisions qui sont prises ou qui vont être prises en matière d'investissement de défense ou en matière d'approvisionnement ou de livraison d'armes à la partie ukrainienne, mais en même temps, elle ne s'affirme pas comme un acteur stratégique et au contraire, elle laisse plutôt l'OTAN s'affirmer dans sa capacité à être une organisation de sécurité collective. Et l'OTAN, évidemment, l'OTAN s'élargit, l'OTAN se renforce, l'OTAN s'affirme, mais tout en disant ça, on ne sauve pas toute la cause de l'architecture de sécurité européenne, pour deux raisons. C'est que plus l'OTAN s'affirme, plus elle s'affirme pour ceux qui en sont membres, mais ce qui pose quand même un problème dans la relation avec tous ceux qui n'en seront pas membres. Donc il y a une ligne de démarcation, je pense à la Biélorussie, je pense à la Géorgie notamment, je pense à l'Ukraine, si l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, qui pose une question de la limite de l'OTAN et de la démarcation que produit presque naturellement le fait d'en être ou de ne pas en être. Le deuxième point, c'est que l'OTAN est une organisation de défense, mais qui, dans sa fonction diplomatique, a quand même un certain nombre de difficultés. D'abord, on voit mal comment elle serait partie directement d'un certain nombre d'accords et sans être à l'origine d'un problème de clarification par exemple, de la Russie, puisque la Russie a fait un de ces casus belli. Donc là, il y a quand même un point de... Et puis on l'a vu dans le passé, en Afrique, au Moyen-Orient, quelquefois l'idée avait été suggérée, eh bien ça a été finalement impossible parce que l'OTAN incarne trop une certaine idée, voire une certaine idéologie qui font que comme tiers partie, elle ne peut pas intervenir. Et donc il faut bien que les Européens se rendent compte que la guerre en Ukraine est une chose, mais il peut y avoir d'autres types de crises, d'autres types de conflits qui impliquent des intermédiations et que si eux-mêmes n'assurent pas la relève pour assurer ces intermédiations dans les crises, l'OTAN ne sera pas en situation politique de pouvoir la faire. Toute la cause n'est pas entendue par à la fois le fait qu'on dote l'Union européenne d'une dimension militaire sans la doter stratégique, comme un acteur plein dans ce domaine, ou qu'on renforce l'OTAN. D'une certaine manière, le conflit d'Ukraine à ce stade n'est porteur d'aucune réalité géostratégique nouvelle, sauf celle, et je vais y venir en traitant maintenant de la guerre, de ce qui pourrait être l'effet de son débordement, de son escalade, de son pourrissement. Et donc, la question de la paix, tant que cette guerre se construit de manière linéaire, elle n'est pas, la vision de la paix ne se dégagera pas spontanément de la manière dont sera conclu le conflit en Ukraine. Il suppose une idée de la paix, une vision de la paix, et y compris d'ailleurs une vision sur l'organisation de notre continent. Alors, je dis la guerre n'a pas d'avenir. La guerre n'a pas d'avenir d'abord, à mon avis, parce que cette guerre, comme toutes les guerres, d'abord, il faut la lire dans une généalogie des conflits depuis 1945. C'est notamment ce que fait régulièrement le président Poutine, qui, d'une certaine manière, associe cette guerre aux deux conflits mondiaux, à la situation de l'Union soviétique, à l'explosion de l'Union soviétique. Donc, première généalogie. Deuxième généalogie, c'est évidemment les conflits qui ont suivi la chute du mur de Berlin, les opérations extérieures menées et toute une série d'opérations qui progressivement ont ramené intense dans le scope, dans le radar. Après la guerre d'Irak en 2003 que j'évoquais, la guerre au Liban en 2006, celle de Géorgie en 2008,
l'annexion de la Crimée en 2014, la guerre du Haut-Karabakh en 2021, la guerre du Yémen, on voit bien que, comme la guerre d'Ukraine le montre, il y a toujours eu une place en réalité pour des confrontations armées entre États, quand toute la littérature des 30 dernières années tendait à vouloir nous prouver la guerre, d'Ukraine dans ces deux généalogies. Mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, on ne fait pas la guerre par rapport au passé, on ne fait pas la guerre pour se venger de l'histoire, il ne faut pas confondre les préjugés historiques et les réalités et la cause de la guerre. Et donc, quand on regarde cette guerre et quand on essaye quand même de la situer par rapport à tous ces conflits que j'évoquais, elle apparaît comme une guerre bâtard et une guerre régressive. Elle n'est en tout cas, contrairement à ce qu'on dit parfois, absolument pas emblématique d'une ère nouvelle. En réalité, elle s'inscrit dans une guerre nouvelle. Elle révèle une ère géostratégique nouvelle, mais elle-même ne produit pas une réalité géostratégique nouvelle. Et elle n'est pas non plus le parangon des conflits à venir parce qu'elle est trop typique. Quelqu'un a dit, je crois avec assez de raison, que cette guerre, c'était trois guerres à la fois. La Première Guerre mondiale, la guerre des tranchées, le Bakhmout, le Verdun ukrainien, la Seconde Guerre mondiale, la destruction des villes, le bombardement, et puis une guerre moderne, hybride, qui appelle à des technologies, les drones, l'électronique, les outils de communication. Et donc, cette guerre, contrairement à la guerre du Golfe, de 91, qui d'une certaine manière, en anticipation de 6 mois sur la fin de la guerre froide, la fin de l'Union soviétique, était emblématique de ce qui allait se passer, a été au fond la matrice, la mère de toutes les batailles qui ont suivi. Les Occidentaux, sur ce schéma de la guerre produit par les Américains, dans une grande démonstration de force, sur la révolution dans les affaires militaires qu'ils avaient accomplies, ont montré toute la nécessité pour conduire des conflits, d'avoir d'abord des moyens de communication en temps réel, donc toute la dimension des satellites, des armes de précision, la nécessité de contrôler les espaces avant d'intervenir, etc., etc. J'y reviens pas. Cette guerre, elle a été d'ailleurs un choc culturel dans toutes les autres armées du monde, à commencer par les armées européennes qui ont commencé là leur modernisation de leurs forces conventionnelles et la bascule dans un effort d'investissement dans les technologies nouvelles, de l'information, etc., etc. Ce conflit, il n'a pas cet effet révolutionnaire ou parangonique, pas du tout. Chacun bricole, certes, invente souvent des équipements un peu à la fortune du pot, mais il n'y a pas de rupture ni dans l'art de la guerre, ni dans la mobilisation des technologies, plutôt même de leur sous-emploi du côté russe, qui ont montré que dans leur panoplie, ils avaient des carences, ils avaient des échecs. C'est vrai que reste, sauf si c'était pour vouloir en garder sous la patte pour des étapes futures, une incompréhension sur le fait qu'ils n'ont pas été capables de sécuriser leur espace maritime immédiatement, le coup au but porté sur la Moskva, donc ça veut dire qu'ils ne s'étaient pas mis à l'abri de risques de frappe de la terre contre la mer, l'autoprotection de leurs bâtiments insuffisants, et pareil dans le domaine aérien, le fait qu'ils ne se soient pas immédiatement rendus maîtres de l'espace aérien. Donc cette guerre en elle-même, dans l'art de la guerre, bien sûr, il faut en tirer toute une série de leçons, y compris pour nous-mêmes. D'abord et fondamentalement, dans l'ébranlement d'une conviction que nous avions dans l'art de la guerre à l'occidental, justement, après 90, qui était qu'on faisait la guerre pour gagner, mais en épargnant les vies humaines, en ne recherchant pas le choc psychologique de destruction de populations civiles pour obtenir la reddition. Au contraire, on était dans une logique des frappes chirurgicales, on était dans une logique du zéro mort, de l'économie, de la vie humaine, et là on voit brutalement revenir vers nous une forme de guerre brutale. La brutalisation est sans doute une leçon que nous devons tirer parce que d'autres acteurs peuvent effectivement de nouveau emprunter cette voie. Des leçons plus positives peuvent être dégagées de ce conflit. Combien la mobilisation des forces morales, elles sont tout à fait essentielles. Et on voit bien d'ailleurs que entre la galvanisation de la population ukrainienne et de ses forces et la démoralisation des conscrits russes, il y a quelque chose qui s'écrit.
ancien. La guerre, c'est d'abord un effort, c'est d'abord une épreuve de volonté. Et donc, dans cette épreuve de volonté, évidemment, l'aspect moral du combat qu'on mène est tout à fait décisif. Donc, des leçons qu'on tirera. Parmi ces leçons, il y en a une qui est quand même majeure, parce que c'est la première fois, depuis la guerre de Corée, qu'une guerre est menée en ambiance nucléaire. Alors certes, elle est menée en ambiance nucléaire dans une manière, de façon parfaitement réglée. Il y a eu des débordements très gesticulatoires dans les déclarations du président Poutine, visant d'ailleurs à semer d'une certaine manière le doute dans les esprits, en alimentant les craintes d'une plus grande imprévisibilité de la dissuasion militaire russe. Mais au fond, quand on regarde depuis un an comment dans ce domaine de la dissuasion nucléaire, les Russes se comportent, c'est ce que disait Bruno Tertrais la fois dernière, ils le font avec un comportement relativement rationalisé. Hein. Ils ont désigné aux Occidentaux les bornes d'une confrontation dans laquelle ils considèrent que, sous la menace du péril de l'emploi de l'arme nucléaire, ils ont borné les seuils sur la guerre qu'ils menaient en Ukraine, d'une certaine manière, un peu comme les Américains, pendant la crise de Cuba, avaient désigné le point de non-retour de ce qui était la provocation de leur propre sécurité en disant non, ça, c'est pas possible. Alors, ils l'ont d'une certaine manière, ils ont sanctuarisé leur intérêt de sécurité en disant que la façon dont la guerre en Ukraine se conduirait rencontrerait ou pourrait rencontrer à un certain moment le signal nucléaire, mais dans un langage évidemment très, très codé. Et pour l'instant, cette gesticulation nucléaire a surtout entendu frapper les esprits, mais on voit bien que la manœuvre conventionnelle est complètement décorrélée de cette gesticulation nucléaire, qui avait aussi pour intérêt pour les Russes de faire prêter attention à ce qui est la partie la plus moderne de leur arsenal, c'est-à-dire leurs forces nucléaires qu'ils ont modernisées en premier, avec, vous le savez, des familles de missiles dual. Donc ça a été aussi une façon de compenser le constat que l'on faisait d'une armée qui était pour partie une armée datée, avec des équipements conventionnels anciens, en soulignant que, évidemment, dans le haut du spectre, il y avait des capacités nucléaires qui, elles, étaient au dernier standard de la technologie. Je ne vais pas, on pourrait vous reporter sur des écrits, y compris sur l'article qui sera issu de cette conférence, donc je ne vais pas développer sur ces points parce que vous les connaissez bien, pour plutôt insister maintenant sur ce qui me paraît être le moment d'aujourd'hui et la question d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut continuer ce conflit de manière incrémentale ou linéaire, ou est-ce que dans l'un ou l'autre camp, il va y avoir une nécessité de modifier le comportement au risque d'atteindre un point de rupture dans la conduite du conflit, ce qui est évidemment dans toutes les interrogations. En effet, depuis un an, le conflit est verrouillé. Je viens de dire, il est verrouillé stratégiquement par le haut, par la menace nucléaire agitée par les Russes. Mais il est aussi circonscrit, endigué territorialement. Les Américains et les Européens campent sur leur statut de non-belligérant, sur lequel Moscou polémique, mais que Moscou ne conteste pas. On évoquait la guerre de Corée, mais on pourrait évoquer la guerre du Vietnam. Ils ont été aussi, à d'autres moments de l'histoire, dans une position parfois, alors la guerre de Corée non, mais de non-belligérants directs, mais de pourvoyeurs de moyens militaires. L'OTAN se refuse d'intervenir dans l'espace aérien ukrainien. L'OTAN se refuse d'établir ce que certains avaient demandé, une no-fly zone au-dessus de l'Ukraine.
les Alliés ne livrent pas d'avions aux Ukrainiens, les F-16. Les Alliés ne livrent pas non plus des missiles à long rayon d'action, dont l'intérêt pourrait être de frapper le sol russe et surtout de perturber les approvisionnements du front russe. Vous le voyez d'ailleurs, les frappes aléatoires, provocatrices, accidentelles en Pologne, à Pressbodov en novembre 2022, celle d'un drone sur les bases aériennes d'Engels en Russie à 600 km du front, ou le camion piégé qui a endommagé le pont au-dessus du détroit de Kerch, ont immédiatement fait l'objet d'une déconfliction pour diminuer au maximum, minimiser l'impact de ces frappes, éviter qu'ils soient surinterprétés et neutraliser des effets potentiels d'escalade. Donc, de part et d'autre, il y a eu, comme dans d'autres conflits, une volonté de maîtriser le développement de la conflictualité. Les Américains et les Russes ont fait ça en permanence sur le théâtre irako-syrien, en évitant justement que telle mission de tels avions de chasse puisse donner lieu à une interprétation qui pourrait créer un incident dommageable. Donc, la question qui se pose, c'est à partir de là, la Russie a perdu la première manche. Elle a perdu d'abord la manœuvre initiale en 2-3 semaines, sur une erreur d'appréciation à la fois politique et stratégique, mais surtout politique. Les Russes, quand ils ont été avec leur colonne de chars vers Kiev, se sont dit, bah, c'est comme Prague. Enfin, ils étaient persuadés sans doute que la population, sous cet effet de provocation et de manifestation de leur volonté politique, que la population allait s'écraser et que bon, ça n'a pas marché. Et voilà, ils ont sont passés à une deuxième partie de la manœuvre, plus classique, mais dans lequel ils ont aussi subi, notamment à partir de l'été, des revers importants. Donc une manœuvre qui se développait à la fois à terre, par des frappes d'intimidation et des frappes de destruction sur l'arrière, par une campagne mêlant des bombardements indiscriminés de villes et des frappes précises sur des objectifs civils ou militaires. Et puis, vous le savez, cette opération, notamment sur le terrain, a amené les Russes devant la force de la résistance ukrainienne, à revoir leur position, à concentrer de plus en plus leurs efforts sur le Donbass, dans un but qui est évident, qui est d'établir une continuité territoriale avec la Crimée. Ils ont été obligés de repasser sur la rive orientale du Dniepr, au sud, et ils ont connu des revers importants avec le retrait de la ville de Kherson, le retrait des abords de Mykolaiv, et ils se sont retranchés derrière une ligne fortifiée. Je le répète, ce résultat est l'effet d'une admirable résistance des Ukrainiens, d'une préparation évidente de l'armée ukrainienne à soutenir ce choc grâce à des coopérations militaires mises en place notamment par les Américains, d'une mobilisation forte de la population, d'une agilité technique, des soutiens très importants des alliés. Voilà, l'effort américain, c'est 73-75 milliards d'euros, dont 45 d'aides militaires. Dans les proportions, c'est l'inverse pour l'Union européenne, mais il y a quand même plus d'une douzaine de milliards d'aides militaires sur 55 milliards d'aides. Les aides communautaires que j'évoquais et les aides bilatérales, mobilisées notamment au travers des facilités de paix, 5 milliards du côté des Britanniques, donc un effort qui est tout à fait important. Mais après un an de combats brutaux, de perte de plusieurs centaines de milliers d'hommes, je l'ai indiqué, de la destruction d'infrastructures, on voit quelque part qu'on a atteint un palier, ou en tout cas une stabilisation de la ligne de front, et où les opérations sur le terrain se limitent à la conquête, à la reprise, ou au contraire de quelques kilomètres carrés disputés à un coup létal qui est quand même très important. Et donc, obligés à ce repli tactique, les Russes préparent sans doute une deuxième manche avec des objectifs tactico opérationnels qui sont sans doute plus limités et vraisemblablement qui visent la conquête définitive des 5 régions annexées suite
à leur référendum, sauf à obtenir un effet de rupture chez leur ennemi qui leur permettrait de pousser leur avantage. Donc nous en sommes là, à la veille d'une recrudescence des opérations, un moment de vérité sur les capacités russes à mener cette stratégie de reconquête d'un espace beaucoup plus limité, de reprise de combat et évidemment de capacité des Ukrainiens galvanisés et soutenus par l'aide occidentale d'y résister. Et je le répète, l'important aujourd'hui est de rester concentré sur cet objectif sans se laisser déborder par des enjeux qui ne sont ni de raison ni de saison. Voilà, donc la question à ce stade est de savoir comment on peut conduire des opérations militaires qui repoussent, qui tiennent le front contre les actions russes, stratégiquement et tactiquement, et si pour cela, on reste ou on ne peut pas rester dans un conflit linéaire et réglé, aussi linéaire et réglé que fut la première manche. Et donc, c'est pour ça que vous voyez toutes ces déclarations sur le conflit durable qui pourrait aboutir au pire à un conflit gelé. C'est qu'on voit bien que la linéarité ne produit pas, sauf divine surprise, d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, soit le point de percée pour les Russes, soit ce qu'on peut toujours souhaiter, la bande débandade des conscrits, la disparition de Poutine, le renversement du gouvernement de Moscou. Donc, on est forcément dans cette logique de devoir accepter un conflit qui s'inscrit dans la durée. Mais même dans la durée, on est obligé de réfléchir à un certain nombre d'étapes qui pourraient être nécessaires à franchir sans forcément atteindre un point de rupture dans la linéarité du conflit. Je ne sais pas si vous avez lu, vous l'avez peut-être pas lu, mais il y a un livre qui vient de paraître de Catherine Ashton qui a été intelligemment, comme toujours, chroniqué par Sylvie Kaufmann, qui est une de nos habitués de la chaire et qui est intervenue l'année dernière, qui s'appelle And Then What? Et Catherine Ashton, qui était la haute représentante à l'Union européenne de 2009 à 2004, dit, au fond, en diplomatie, il faut toujours se poser le coup d'après, et il en va de même pour les opérations militaires. Si l'on n'a pas réfléchi et qu'on est incapable d'y répondre, les chances du succès sont minces. Donc, a-t-on assez réfléchi dans les chancelleries occidentales, de Berlin à Washington, en passant par Londres et à Paris, aux suites possibles et aux hypothèses que les combats dégageront sur le terrain. Et avant d'en venir aux mêmes questions qui doivent se poser au Kremlin, essayons de voir quelles sont finalement la gamme de l'intensification de notre coopération vis-à-vis de l'Ukraine, si dans les 3 mois qui viennent, la situation se trouverait compromise. On est certes dans une phase de livraison, vous avez vu toute cette question autour des chars, vous avez lu tous les commentaires sur le fait qu'il faudra du temps pour qu'ils arrivent, il faudra du temps pour que les gens soient formés, qu'il y a donc une fenêtre d'opportunité éventuelle pour les Russes, etc., etc. Mais les questions, elles se posent finalement dans cet ordre. Celle qui est déjà sur la table, faut-il ou non livrer des avions de combat dans la seule hypothèse de sécuriser l'espace aérien ukrainien? Et avec suffisamment d'assurance que les Ukrainiens ne les utiliseront que dans leur espace aérien et pas pour des débordements. Peut-on aller dans la livraison de missiles permettant de désorganiser les approvisionnements et les soutiens ennemis russes en frappant notamment sur son arrière? Il y a d'ores et déjà des participations de coopérants industriels ou militaires, mais peut-on envisager la participation de militaires non combattants de l'OTAN à des missions de préparation, d'appui logistique, voire de planification du côté? Peut-on envisager des ponts aériens de ravitaillement des populations sous protection d'escadres de l'OTAN, des participations de personnel combattant? Et je m'arrête là pour dire quoi? C'est que, évidemment, à partir d'un certain moment dans cette gamme, vous comprenez bien que on franchit forcément des étapes et se pose la question du passage de la non-belligérance
à la belligérance. La question est ouverte. Mais si vous êtes dans un conflit linéaire et incrémental, vous devez réfléchir forcément dans une logique qui est celle de l'augmentation des moyens apportés aux Ukrainiens. Donc vous le voyez, du côté occidental, il y a une gamme d'options, mais celle-ci finalement est limitée. Si on veut à la fois tenir l'objectif de la résistance et même de la reconquête, tout en évitant des débordements, on s'inscrit forcément dans la logique du conflit durable, débouchant pas forcément sur, je dirais, des résultats sur le terrain immédiat, d'où la nécessité de ne pas encourager des rêves de gloire ou des rêves de démonstration qu'on ne pourrait pas produire. Comme je le dis, la belligérance, c'est accepter de rentrer dans une logique de soutien inconditionnel, c'est aussi accepter le risque d'un certain nombre d'escalades, et c'est aussi dans sa tête, parce que tout ce que je dis là est évidemment indicible, autre part que dans une chaire et dans un environnement universitaire, de réfléchir où sont les seuils et le seuil ultime qu'on ne franchira pas. Du côté russe, le passage du conflit linéaire au conflit de rupture ou de débordement, il se pose de manière différente. D'abord, ils peuvent avoir. Il y a un article intéressant que Louis Lapéry me rappelait, qui est paru dans Le Grand Continent, qui est notre partenaire, Olivier Schmitt, avec qui d'ailleurs j'avais, puisque c'était un ouvrage collectif, rédigé cet ouvrage sur Guerre sans frontières de 1945 à nos jours, qui s'arrête en 2021, mais qui ne dit pas des choses trop absurdes sur la Russie, même si on était à un an de l'entrée en guerre. Et Olivier Schmitt a fait notamment un propos très intéressant sur justement les problématiques de la théorie de l'escalade horizontale, de l'escalade verticale. Je vous y renvoie. Mais c'est vrai que les solutions russes peuvent être différentes. D'abord, ils peuvent avoir ce qu'il appelle l'escalade horizontale, c'est-à-dire l'élargissement du périmètre ou de la zone de conflictualité. Ils peuvent choisir une diversion lointaine en entretenant une crise au Moyen-Orient ou ailleurs, pour détourner notamment l'attention diplomatique des Américains sur un abcès de crispation difficile. Ils peuvent souhaiter une extension périphérique. Vous avez vu que beaucoup ont évoqué le risque parce qu'il y a des soldats russes qui sont en Transnistrie, d'une déstabilisation de la Moldavie. Personnellement, je ne le crois pas parce qu'ils commettraient, on voit bien qu'ils sont quand même un peu à bout de gaffe, un peu en limite de capacité. Ils feraient la même erreur, toute proportion gardée. Et les Américains en avaient plus sous la patte, des Américains au Vietnam, alors au Laos, au Cambodge. Je ne les vois pas, mais enfin, ils peuvent, sans aller jusqu'à ouvrir un front, créer là aussi des opérations de déstabilisation. Ils peuvent utiliser la déstabilisation dans le domaine cyber. Je disais l'année dernière, puisque l'année dernière, on était sur les problématiques technologiques, cyber, etc. Et à un moment, je prenais le début de la guerre en Ukraine comme un cas d'application pour dire, pour l'instant, la guerre cyber, oui, il y a une dimension cyber très évidente du conflit ukrainien, mais les Russes ont évité d'utiliser l'arme cyber au-delà de, je dirais, de ce qu'ils étaient habitués à faire et du théâtre. Pourquoi? Parce que quand vous passez du domaine de la guerre couverte, la guerre cyber, à une guerre ouverte, l'efficacité d'une bombe peut être parfois immédiatement plus efficace et plus simple à délivrer qu'une attaque cyber qui peut être très longue à préparer. Surtout, la guerre cyber, c'est une guerre a priori anonyme. Et donc, c'est une guerre qui joue de la déstabilisation. Et donc, ils ont pris garde à ne pas avoir des actions qui pourraient être mal interprétées par ceux qui en seraient victimes comme venant d'eux-mêmes. Donc, ils se sont sans doute restreints pour éviter justement de renforcer ou d'étendre la conflictualité à d'autres. Mais ils l'ont fait dans la phase de la guerre où ils étaient dans une logique d'un conflit circonscrit, d'un conflit eux-mêmes endigués.
voilà, on a sanctuarisé, et notamment par le signal nucléaire, le terrain sur lequel on veut faire la guerre, et on ne fait pas de débordement ailleurs, sur les pays baltes, sur la Norvège, etc., sauf des actions discrètes ou des actions, etc. On ne va pas provoquer un sabotage, on va pas, et on ne veut surtout pas qu'une action soit mal interprétée. Mais ça, c'était dans une phase qui est la phase de la première manche. Il pourrait décider d'escalader de cette manière pour aller voilà, dans un cadre de sabotage ou dans un cadre d'une attaque cyber très importante, aller au-delà. Il prendrait évidemment, forcément, à ce moment-là, un risque de provocation de l'adversaire. Et puis, il y a les escalades nucléaires, avec deux hypothèses qui sont souvent évoquées. L'hypothèse de la frappe tactique limitée, qui aurait essentiellement pour but de produire un choc psychologique. J'évoquais la dernière fois l'arme nucléaire comme étant à la fois l'arme de l'interdit moral de la guerre nucléaire et de l'interdiction de la guerre. Ben, ça voudrait dire qu'on a franchi le tabou de l'interdit. Et donc, ça aurait, même si l'effet produit par une petite arme nucléaire, peut-être en termes de dégâts pas supérieurs à des bombardements massifs, si elle est très limitée, très inférieure à 10 kilotonnes, etc. En revanche, le choc politique, le choc psychologique serait évidemment majeur. Une autre solution serait de produire par une explosion en haute altitude, au-delà de 20 km, 40 km, un choc électromagnétique, une impulsion électromagnétique qui aurait pour conséquence de détruire les systèmes de communication, de détruire les centres informatiques, etc., etc. Bon, là encore, ce qui serait cherché, c'est, il y aurait un effet évidemment dolosif, mais ce qui serait cherché, c'est l'impact psychologique. Là encore, dans tous ces scénarios que j'évoque, la gamme de moyens, la gamme de possibilités des Russes pour agir, alors qu'ils sont quand même complètement englués dans cette opération, d'accord, ils peuvent chercher la diversion, d'accord, etc., me semble aujourd'hui pas avérée, et il faudrait qu'ils soient vraiment dans une situation extrêmement difficile pour qu'ils rentrent dans ces logiques d'escalade. Et donc, la partie qui s'ouvre aujourd'hui ne s'ouvre pas, à mon avis, sous la menace, sauf d'intimidation, sauf de diversion. Il me reste plus de temps, c'est ça? J'ai bientôt fini. Alors, la dernière question, donc les scénarios d'escalade, il faut voilà, les nuancer, les relativiser, ils sont évidents. Évidemment, plus la guerre dure et plus la guerre met en difficulté la Russie si elle n'a pas d'incidence interne sur la volonté politique des autorités russes à continuer, ce qui veut dire qu'ils ont encore les mains libres pour le faire, peut les amener à envisager ces scénarios de rupture, mais on est aujourd'hui dans des scénarios, à mon avis, de poussée incrémentale. Dans cette poussée, il y a la question chinoise. Il y a évidemment la question chinoise qui est évoquée. Vous avez vu les déclarations du responsable de la CIA, je crois hier, en disant qu'il n'a pas de preuves. Vous avez vu les déclarations américaines. Les Russes sont forcément obligés, là aussi, bon, ils l'ont avec les Iraniens, ils l'ont avec les Coréens, ils l'ont avec d'autres pourvoyeurs d'armes, ils sont aussi à la recherche de soutien de ce type. Si la Chine, il faudrait voir, parce que les panoplies militaires sont quand même très différentes. Il faut ensuite être en mesure de servir, être en capacité de servir ces équipements, d'avoir été formé, etc. Mais livrer des armes. Il y aurait une première difficulté, c'est qu'après tout, elle demanderait à être reconnue dans un statut de non-belligérance, qui est celui que nous-mêmes, nous souhaitons nous voir reconnus. Donc il y a quand même quelque chose de déséquilibré dans le reproche qui est fait à la Chine de vouloir livrer quand nous livrons. La seule différence, c'est pour ça que les Américains sont fondés à faire cette admonestation, c'est qu'ils transformeraient eux-mêmes, d'une certaine manière, en lui donnant une autoréalisation, le conflit en Europe comme un premier test de l'affrontement entre les États-Unis et la Chine. Parce que autant les États,
Les États-Unis sont des garants de la peur d'Europe. Ils le sont par les traités, ils le sont, voilà. Donc, la Chine est un acteur extérieur au contexte de sécurité européen. Donc, c'est ce que signifient, à mon avis, les mises en garde américaines. Je ne sais pas ce que feront les Chinois. Je pense que de toutes les façons, ils le feront. S'ils doivent le faire discrètement, pas sur des volumes considérables, sur des équipements technologiques, mais eux-mêmes ne veulent pas se laisser, visiblement, dans leurs déclarations, entraîner dans des formes de soutien qui seraient trop manifestes. Alors, on en vient maintenant à, même s'il est totalement inopportun de l'évoquer, imaginons dans un conflit, qui a duré, qu'on arrive à un point qui paraisse considéré comme acceptable, comme ayant produit un effet politique suffisamment significatif pour dire que les Ukrainiens ne sont pas les perdants. Ensuite, on peut la qui est perdante. Accepter. Je pense que toute forme de négociation est quand même même pas même un cessez-le-feu négocié. C'était euh, avec des forces, ce qui passerait par des démarcations, la fin des frappes jets, la possibilité de l'établissement d'une no-fly zone sur l'Ukraine, la délimitation, la démilitarisation d'une zone tampon, etc., etc. Bon, voilà, on voit bien, ce que je dis là ne sont que des formules habituelles de gestion de la désescalade d'un conflit. Sauf que je vous le dis, c'est la seule chose dont on ne peut pas parler aujourd'hui. Et pour en parler, il faudrait qu'on soit dans une situation de reconquête territoriale et de rétablissement des droits ukrainiens qui paraissent acceptables. Et dans une volonté de désescalade, finalement, ça signifie qu'on maintiendrait évidemment des sanctions contre la Russie, qu'on contrebattrait son influence partout, comme commencent à le faire les Américains en RCA contre la force Wagner, qu'on contiendrait de manière plus forte, et notamment pour les Européens, par des mesures de contre-intimidation, leur présence en Méditerranée, dans la Baltique ou ailleurs, donc une présence militaire visible. Et dans tous les cas, ça supposerait des garanties de sécurité fortes données à l'Ukraine, que ce soit dans l'OTAN, ça peut être difficile, mais je rappelle que dans l'Union européenne, l'article 42.7 offre des garanties de clauses de défense mutuelle qui sont acceptables. Voilà. Donc, ça, c'est, je dirais, voilà, l'hypothèse où la guerre ayant produit ses effets, on essaye d'alimenter une désescalade, et de cette désescalade, ben, on dégage un effet de démonstration sur qui est plus vainqueur que l'autre, qui, d'une certaine manière, l'a emporté. Européens et Américains l'ont certainement déjà emporté dans la première manche. Ils l'ont emporté par leur détermination. Ils l'ont emporté en donnant un coup d'arrêt aux actions agressives de la Russie, pour l'instant. Quoi qu'il en soit, le conflit ukrainien ne réglera évidemment pas, la fin de ce conflit ne réglera évidemment pas les désordres qu'il aura causés ou révélés au plan local, en problème de la reconstruction de l'Ukraine. Il ne réglera évidemment pas le problème de l'architecture de sécurité, ni de la défense européenne, toujours en attente. Et il ne réglera pas la question de la paix mondiale, la question, parce que l'impact international de la fin du conflit en Ukraine est complètement décalé par rapport aux enjeux internationaux prioritaires, principaux, qui intéressent le reste du monde, à part les Russes, les Américains et les Européens. Ce que j'évoquais tout à l'heure, les problématiques climatiques, d'environnement,
les problématiques migratoires, les problématiques alimentaires. La Russie, par son action, c'est sans doute n'était déjà pas en mesure d'écrire beaucoup le prochain chapitre du XXIe siècle, mais par cette action, elle s'est affaiblie et probablement elle est encore moins. Les Européens, la question, elle est reposée de leur affirmation stratégique, et plus ce conflit dure, plus d'une certaine manière, il a pour conséquence de fragiliser, de marginaliser ce continent dans la détermination des règles du jeu. Et malheureusement, si la guerre en Ukraine et l'issue de cette guerre en Ukraine se détermine ici, pas maintenant, mais demain, son futur, vous le savez, est finalisé en Asie et sur la problématique plus générale de la compétition entre les États-Unis et la Chine et du modèle de paix qui prévaudra dans l'avenir. Or, moi, ce qui me frappe, c'est que autant les Européens, les Occidentaux ont été à l'origine, dès 1919, la SDN, dès 1945, en 90, d'avoir une grande vision de la paix, d'avoir, au fond, la vision d'un monde safe for democracy, d'avoir quelle est la vision des Européens si on la résume à l'effet de démonstration produit par la guerre en Ukraine, y compris d'ailleurs quand on en fait la première étape supposée du conflit entre les démocraties et les autocraties pour le reste du monde. Et c'est là où, quelque part, la machine idéologique chinoise est assez forte. Elle est dans la route de la soie, dans les coopérations qu'elle a proposées. Elle est dans ses propositions de la paix. Bien sûr, ce projet de paix, il est peut-être intelligent, il est surtout plein de duplicité, mais il parle au reste du monde. Et je trouve d'ailleurs que le président Zelensky a très bien fait de les prendre au mot et pas de dauber sur ce plan comme d'autres que je ne citerai pas. Parce qu'effectivement, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit respect de l'intégrité territoriale, respect de la souveraineté, attention à la sécurité nucléaire, problématiques alimentaires et des famines. Voilà, donc il parle au reste du monde. Comment les Occidentaux aujourd'hui parlent au reste du monde? Et donc il y a plus que tout besoin d'une vision occidentale de la paix aujourd'hui, d'une vision évidemment de la manière dont le conflit en Ukraine se réglera. Et je le dirais, il ne peut se régler aujourd'hui que dans la cohésion et que dans la manifestation d'un soutien sans faille en Ukraine. Et on verra à l'étape d'après comment des escalades et comment le règlement se fait, à la fois pour reconnaître les droits de l'Ukraine et plus pour non. Mais au-delà, la paix mondiale suppose une vision. Et là encore, les là, les autres dans, je dirais, négociation avec eux-mêmes, il ne faut pas qu'ils oublient de parler au reste du monde s'ils veulent le convaincre. On ne peut pas, voilà, il ne suffit pas de dire ah mais oui, voilà, il y a eu ce vote et qu'il y a 30 abstentions. Ça, c'est tout simplement pas possible. Et si on veut parler fait, il faut en parler au reste du monde.